Alors, on continue avec les droits de nos clients ou de nos patients, là, c'est la même chose. Alors, on parle ici de, là, je vous ai pas toutes mis les droits, là, je vous ai mis les plus fréquents, puis ceux je pensais qu'ils seraient les plus intéressants. Alors, le droit à recevoir des services adéquats, autant sur le plan professionnel que sur le plan professionnel scientifique ou sur le plan humain, là. Nos patients ont le droit de s'attendre d'être soignés correctement en milieu hospitalier ou en clinique par des gens qui savent ce qu'ils font, là. Euh, il y a le droit aux professionnels de la santé dans l'établissement de son choix. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Tu n'es pas obligé, parce que tu habites à Verdun, d'aller te faire soigner à l'hôpital de Verdun. C'est pas une obligation. Si toi, tu décides que tu vas aller à l'hôpital Lakeshore parce que tu connais les gens là-bas ou tu as déjà été soigné là-bas et tu as été satisfait des services, tu as le droit à ça. Quand je travaillais au Barry Memorial à Armstown, on avait beaucoup de gens qui venaient de l'île de Montréal parce qu'ils connaissaient l'hôpital Barry Memorial parce qu'il y avait une roulotte au camping Lac des Pins qui était juste à côté. Donc, ils étaient déjà venus pendant l'été, pendant leurs vacances à l'hôpital Barry Memorial et ils prenaient la peine de faire tout le voyagement pour venir à l'hôpital à Armstrong pour se faire soigner parce qu'il avait été satisfait. On était tellement exceptionnels au Barry qu'il partait de Montréal pour venir se faire soigner chez nous. Mais c'est un droit que vous avez en tant que patient de vous faire soigner un peu où est-ce que vous voulez. Même il y a des listes d'attente pour des chirurgies qui sont publiques. Exemple, les cataractes. Les listes d'attente de chirurgie de la cataracte sont publiques. Donc, vous pouvez choisir de mettre votre nom sur une liste qui est moins longue qu'une autre. Alors, si, exemple, à Châteauguay, la chirurgie de la cataracte, ça va quand même assez rapidement, mais que tu habites, je sais pas, moi, à Deux-Montagnes, tu as le droit de mettre ton nom à Châteauguay pour te faire opérer là-bas parce que tu as envie de te faire opérer rapidement. Tu tu dois être informé. C'est un droit d'être informé de tout accident qui va être survenu pendant que tu as été soigné à l'hôpital. Alors, c'est pour ça que quand on fait une erreur, en tant qu'infirmière, exemple, là, on fait une erreur de médicament, on se doit d'aviser le patient à qui on a donné le pas bon médicament ou au patient à qui on n'a pas donné le médicament qu'on aurait dû donner même si ça n'a eu aucune conséquence, c'est pas grave ça. Il y a eu une erreur, il y a eu un accident, le patient se doit d'être avisé. Ça fait partie de la loi, c'est dans la loi. On n'a pas le choix là. Le droit d'être servi dans la langue anglaise, surtout en centre d'hébergement. Le centre d'hébergement étant considéré un milieu de vie et le patient anglophone a le droit de se faire servir en anglais s'il est anglophone. Ensuite de ça, le droit de participer aux décisions, ça c'est bien évident, puisque on parle d'autodétermination. On en a parlé tout à l'heure, détermination. Puis c'est quoi l'autodétermination? C'est le patient choisit lui-même ce qu'il veut comme soin pour lui-même. C'est sûr qu'il doit avoir toutes les informations pour avoir un consentement libre et éclairé. Mais en bout de ligne, il doit choisir lui-même. Il faut qu'il participe aux décisions. Ça fait partie du Code civil et de la Charte des droits et libertés. Il a le droit, le patient, d'être accompagné et assisté pour obtenir l'information. Donc, quelqu'un qui dit, je vais vous donner l'exemple de ma belle-mère quand elle est allée voir un orthopédiste suite à un accident qu'elle a eu. Et puis, elle poursuivait en cours là, le- les gens, le restaurant, c'est un restaurant dans le fond, elle est tombée dans leur cours qui n'avait pas été déneigé, puis qui n'avait pas été déglacé, elle s'est cassée une jambe. Et puis, elle a eu des grosses séquelles suite à ça. Donc, elle avait besoin d'une expertise d'un orthopédiste. Et quand elle est arrivée dans le bureau de l'orthopédiste, le médecin lui a dit, elle est arrivée avec mon beau-frère, son fils, euh, pour avoir les informations, pour écouter ce que le médecin avait à dire. Et le médecin lui a dit, non, non, madame, monsieur doit attendre à l'extérieur. Et mon beau-frère s'est levé puis il a sorti. Mais en vrai, elle avait le droit d'être accompagnée et elle aurait dû avoir le droit de dire, elle aurait dû dire à mon beau-frère, non, non, tu t'en vas pas t'asseoir dans la salle d'attente, tu restes ici parce que j'ai le droit d'être accompagnée, mais ma belle-mère ne le savait pas. Donc, elle s'est laissée un peu enfiroiper dans cette histoire-là.
le droit d'être représenté pour tout. Fait qu'on a toujours le droit de prendre un avocat si on veut pour être représenté en lien avec nos droits. On a le droit de porter plainte. Et à qui on porte plainte? C'est au Québec, c'est à l'ombudsman. Là, j'ai écrit ombudsman, c'est un U ici. B-U-N. C'est un drôle de mot, ombudsman. Alors oui, on a le droit de porter plainte. Avant, il y avait un ombudsman dans tous les milieux hospitaliers, dans tous les milieux cliniques. Maintenant, il y a un représentant de l'ombudsman dans les milieux cliniques, mais il y a seulement un ombudsman qui est à Québec, au Parlement. Bon, blablabla. Bla, bla. Ensuite de ça, bon, là, on arrive à notre client, il y a plein de droits. On le disait depuis le début, les patients, les clients ont beaucoup de droits, ont quelques devoirs, mais ont beaucoup de droits. L'infirmière, par la bande, elle a beaucoup de devoirs. Elle a des droits aussi, mais elle a beaucoup de devoirs. Et un de ces devoirs, c'est l'advocacy. C'est quoi l'advocacy? C'est d'être en mesure de défendre les droits de nos patients. Parce qu'on dit que nos patients ont beaucoup de droits. Ils ont beaucoup de droits. Et notre job à nous, comme infirmières, c'est de s'assurer que ces droits-là ne sont pas bafoués. Donc, si j'avais été l'infirmière dans le bureau de l'orthopédiste quand ma belle-mère est allée, mettons que c'est pas ma belle-mère, là, puis que je travaille pour cet orthopédiste-là, puis que je l'entends dire à la patiente, il faut que le monsieur attende dans la salle d'attente. Si j'avais été là et que je pratiquais l'advocacy de la bonne façon, j'aurais dû dire à l'orthopédiste, non, madame, elle a le droit d'être accompagnée. Et comme infirmière, si je pratique l'advocacy, je dois m'assurer que les droits de mes patients ne sont pas bafoués. Donc, j'aurais été voir l'orthopédiste et j'aurais dit, non, madame, elle a le droit d'être accompagnée. Monsieur va revenir s'asseoir avec vous. De toute façon, c'est toujours mieux d'être deux quand on reçoit de l'information. Donc, l'advocacy, ça s'appuie toujours sur l'autodétermination. J'en ai parlé tout à l'heure. L'autodétermination étant la personne décide pour elle-même ce qu'elle veut et l'inviolabilité étant on ne peut imposer un soin ou une chirurgie ou une médication à quelqu'un qui ne la veut pas. Tout ça, c'est fondé sur des valeurs bien évidentes là, qui se retrouvent dans notre code de déontologie, qui se retrouvent dans la Charte des droits et libertés et tout. Mais il faut s'assurer que l'infirmière connaisse son travail. Il faut s'assurer que l'infirmière elle a une bonne confiance en elle et puis qu'elle est au courant de toutes ces lois-là. Alors, c'est aussi fondé sur un respect mutuel, le besoin d'autrui. Donc, clairement, on sait qu'est-ce que notre patient ou notre client a besoin, puis on s'assure qu'il reçoive ce dont il a besoin. On s'assure d'être loyal envers nos clients. Donc, on ne fait pas semblant qu'on n'a pas entendu, tu sais, on n'a pas entendu le médecin dire non, monsieur, allez vous asseoir dans la salle d'attente. Non, on ne fait pas semblant. Là. On est loyaux, on l'a entendu et on intervient en fonction de ça. Donc, l'infirmière qui est en mesure de faire l'advocacy, toutes les infirmières devraient le faire, mais plus que tu as de connaissances et plus que tu as de jugement, mieux ça va être. Plus que tu as d'autonomie, plus que tu es capable de te tenir debout, une identité claire, tu es sûr de toi. Là. Plus que tu as ça, plus que tu vas être en mesure d'accomplir ton devoir d'advocacy avec tes patients. Je vous dirais pas que c'est facile, là. C'est jamais facile de faire l'advocacy parce que tu vas toujours aller à l'encontre d'un autre professionnel ou tu vas toujours devoir te tenir droite devant un autre professionnel, mais ça fait partie de ta job, l'advocacy. Tu te dois de faire ça. Puis là, bon, l'affirmation de soi sur des plans, sur des valeurs professionnelles et personnelles, c'est sûr que, tu sais, si ça vient te chercher sur une valeur qui t'est personnelle à toi, tu vas avoir tendance à plus monter au front que si c'est quelque chose que ça te fout, tu sais, ça te fait rien dans le fond. La notion de consentement aux soins, c'est toujours capital dans cette optique-là. Puis pour avoir un consentement aux soins qui est légal, on se doit d'avoir un consentement qui est éclairé. Donc, on a donné toute l'information et qui est libre de pression. Donc, éclairé, autodétermination. J'ai reçu l'information et je prends la décision moi-même.
Inviolabilité, il n'y a personne qui me pousse à faire un ou l'autre, c'est moi qui décide. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup. Ça, c'est une citation de Becker, P. Becker. Je ne sais pas c'est qui P. Becker, mais anyways, je l'aime beaucoup. C'est pas suffisant pour une infirmière de connaître ce qui est moralement acceptable. Elle se doit d'agir et faire ce qui est moralement acceptable. C'est pas est-ce que je peux appeler la DPJ si j'ai un doute que la sûreté de mon patient, elle est inadéquate. Non, 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 c'est pas est-ce que je peux, c'est je dois agir et faire. C'est pas je pense que je devrais peut-être. Non, non, c'est il faut que tu le fasses. Alors, là, on est rendu dans l'infraction criminelle. Puis là, vous allez me dire, mon Dieu, on est harsh ce matin, hein? L'infraction criminelle, euh, on en parle parce que la faute professionnelle peut devenir criminelle. La faute professionnelle étant quelque chose que l'infirmière peut faire. On va le voir un petit peu plus loin que la faute professionnelle, c'est aller à l'encontre de notre code de déontologie. Puis on va voir que cette faute professionnelle-là peut devenir criminelle si elle répond à quelques critères. On a besoin de 3 critères là, dans ce cas-ci pour que ce soit considéré quelque chose qui peut avoir une poursuite au criminel ou même au civil. Alors, sont considérées des infractions criminelles, l'agression physique et verbale. Ça, c'est tolérance zéro, d'un sens comme de l'autre. Là, je vous en ai mis des trucs qui ne sont pas nécessairement reliés à l'infirmière directement, mais la conduite en état d'ébriété, le vol, les meurtres. Puis là, si on veut relier ça à l'infirmière, bien, la conduite en état d'ébriété, quand tu es infirmière, ça peut peut-être avoir un impact si tu as été accusé de pratiquer les soins infirmiers sous l'effet de la boisson. Là, il y a eu quelques plaintes contre toi parce qu'on pense que peut-être tu viens travailler sous l'effet de la boisson. Et là, tout d'un coup, tu te fais arrêter en état d'ébriété. Là, on a des bonnes raisons de croire que les plaintes qui avaient été faites contre toi parce que on pensait que tu venais travailler en état d'ébriété, mais elles sont probablement vraies. Fait que voyez-vous qu'il peut y avoir un lien entre les deux. Le vol en soins infirmiers, exemple, est-ce que ça arrive qu'il y a des infirmières qui volent du matériel à l'hôpital pour se faire des trousses de premiers soins? Ben, la réponse c'est oui. Est-ce que c'est illégal? La réponse c'est oui. Est-ce que ça pourrait être considéré une infraction criminelle? Oui, ça pourrait être considéré une infraction criminelle, surtout si tu te fais prendre. Le vol de narcotiques, c'est quelque chose qu'on entend. On ne peut pas s'imaginer que les infirmières volent des narcotiques à l'hôpital, mais oui, ça l'arrive. Le meurtre, vous allez me dire, My God, là, tu ne trouves pas que c'est tiré par les cheveux un peu ton affaire? Ben non, une infirmière qui administre un narcotique ou administre un médicament pour abréger la vie d'un patient peut être accusée de meurtre. On les appelle les infirmières, les veuves noires. Il y en a eu quelques cas, entre autres en Ontario, il y a quelques années, l'infirmière a été prise sur le fait dans un centre palliatif. Elle le faisait là, en toute bonne conscience. Elle disait là, qu'elle abrégeait leur souffrance. Là. Puis c'était correct ce qu'elle faisait. Là. Elle administrait des médicaments pour tuer les patients. Puis dans sa tête à elle, c'était bien correct ce qu'elle faisait là. C'était pour abréger leur souffrance. Mais cette fille-là, elle a été accusée de meurtre, puis est en prison aujourd'hui. Là. Ben, en tout cas, aux dernières nouvelles que j'ai eues, elle est en prison. Alors, je vais arrêter mon vidéo parce que j'arrive dangereusement au bout de mon 15 minutes, puis on va revenir avec la faute professionnelle.